La nuit était glaciale alors que je me tenais sur le perron de notre maison, ma veste fine offrant peu de protection contre le vent mordant de décembre. Les mots de mon père résonnaient encore dans mes oreilles, chaque syllabe aussi tranchante que de la glace. « Sors d'ici », avait-il dit, sa voix tremblante de rage. « Tu n'es plus ma fille. » Je m'appelle Amanda Glenn, et à 17 ans, je suis devenue tout ce que mes parents traditionnels redoutaient, enceinte, non mariée, selon eux, une honte pour le nom de la famille. À travers mes larmes embuées, j'ai vu ma mère rester un instant à la fenêtre, son visage figé dans une expression de déception avant qu'elle ne détourne le regard et laisse tomber le rideau. Le message était clair, j'étais seule désormais. Les quelques affaires que j'avais réussi à emporter étaient entassées dans mon sac à dos d'école, quelques vêtements, mon chargeur de téléphone et le test de grossesse positif qui avait brisé ma famille quelques heures plus tôt. Ma main se posa instinctivement sur mon ventre encore plat, protégeant la vie qui grandissait en moi alors que mon propre monde s'effondrait. Jason, mon petit ami et père du bébé, avait disparu dès que je lui avais annoncé la nouvelle. Aucun appel, aucun message, rien, juste un silence radio et des comptes sur les réseaux sociaux bloqués. Un lâche. Je marchais dans la rue familière où j'avais grandi, passant devant l'érable que j'adorais escalader et le jardin que ma mère entretenait avec tant de soin. Chaque pas semblait me détacher un peu plus de mon ancienne vie. Les lampadaires projetaient de longues ombres alors que mes larmes gelaient sur mes joues. Madame Rodriguez, notre voisine âgée, fut celle qui me trouva des heures plus tard, recroquevillée sur un banc de parc, essayant de me réchauffer. Elle avait toujours été gentille avec moi, me donnant des biscuits en cachette quand j'étais petite et m'apprenant quelques phrases en espagnol en jardinant. « Oh, Mija », murmura-t-elle quand je lui racontais tout, les dents claquant de froid. « Entre avant de geler. » Son petit appartement était chaud et embaumait le thé à la cannelle. Elle ne me jugea pas, ne me fit pas la morale, elle écouta simplement pendant que je laissais échapper mes peurs entre deux sanglots. Comment allais-je élever un bébé? Où allais-je vivre? Et l'école? Les questions semblaient infinies. Un jour à la fois, dit-elle fermement en posant une couverture sur mes épaules. Et d'abord, tu as besoin d'un endroit sûr où dormir. Tu resteras ici cette nuit, et demain, nous trouverons une solution. Cette nuit-là, blottie sur le vieux canapé de Madame Rodriguez, je rêvais de ma mère. Dans mon rêve, elle était dans son jardin, taillant soigneusement ses précieuses roses. Mais sous son toucher, les fleurs se fanèrent et moururent, tombant en poussière. Je me réveillai en larmes. Les semaines suivantes passèrent dans un flou. Madame Rodriguez m'aida à m'inscrire à un programme pour adolescentes enceintes, où je pouvais poursuivre mes études tout en bénéficiant d'un suivi médical et d'un soutien. Je trouvai un emploi dans un petit restaurant, travaillant le matin avant d'aller en cours. Les journées étaient longues, mes pieds me faisaient mal en permanence, mais chaque dollar gagné allait sur un compte épargne pour mon bébé. Mes parents ne m'appelèrent jamais. Je voyais parfois ma mère au supermarché, mais elle changeait d'allée dès qu'elle me remarquait. Mon père accélérait en voiture s'il me croisait sur le chemin du travail. C'était comme si j'étais devenue un fantôme dans ma propre ville, invisible aux yeux de ceux qui m'avaient élevée. Les autres filles du programme devinrent mon soutien. Nous partagions nos histoires, nos peurs et nos rêves entre deux repas réchauffés à la cafétéria. Beaucoup avaient vécu des expériences similaires, des familles qui refusaient d'accepter leur choix, des petits amis qui disparaissaient, des futurs qui semblaient se rétrécir chaque jour un peu plus. Mais quelque chose d'inattendu arriva. À mesure que mon ventre s'arrondissait, je découvris en moi une force insoupçonnée. Chaque coup de mon bébé me rappelait que je ne me battais plus seulement pour moi. Je redoublais d'efforts dans mes études, déterminée à obtenir mon diplôme malgré tout. Mon patron au restaurant remarqua mon sérieux et me donna plus de responsabilités ainsi qu'une petite augmentation. La première fois que je sentis mon bébé bouger, j'étais seule dans ma minuscule chambre, en train de réviser pour un examen de chimie. La sensation était si légère que j'aurais pu la manquer, comme des ailes de papillon effleurant ma peau. Je posai ma main sur mon ventre, des larmes coulant librement alors que je murmurais. « Bonjour, petit cœur. Je suis ta maman. » C'était une fille. L'échographiste me montra son minuscule profil sur l'écran granuleux, sa colonne vertébrale, son cœur, son adorable visage. Je demandai des impressions supplémentaires, espérant secrètement pouvoir les montrer à mes parents. Elles restèrent dans mon sac pendant des semaines avant que je ne me résigne à les jeter, acceptant que certains liens ne pouvaient pas être réparés. Madame Rodriguez m'aida à préparer l'arrivée du bébé, m'apprenant à tricoter de minuscules bonnets et chaussons. Ses mouvements étaient lents à cause de son arthrite, mais ses histoires me tenaient compagnie pendant que nous travaillions. Elle me raconta comment elle avait élevé ses propres enfants en tant qu'immigrante, les défis qu'elle avait surmontés. « La vie ne te donne jamais plus que ce que tu peux supporter »,
disait-elle, ses aiguilles de tricot claquant doucement. Même quand ça semble impossible. Les contractions commencèrent pendant mon dernier examen de terminale. Je serrai les dents, déterminée à finir mon test avant d'aller à l'hôpital. Ma poche des os se rompit dans le taxi, et 12 heures plus tard, je tenais ma fille dans mes bras. Lily Marie Glenn vint au monde à 6h43 un mardi matin, pesant 3,2 kg. Elle avait une chevelure brune épaisse et les yeux de ma mère. En comptant ses petits doigts et orteils, mémorisant chaque détail de son visage parfait, je lui fis une promesse. « Tu ne douteras jamais que tu es aimée, chuchotai-je. Jamais. Madame Rodriguez a été ma seule visiteuse à l'hôpital. Elle a apporté des tamales faits maison et s'est extasiée devant Lily en un espagnol rapide. Les infirmières me lançaient des regards pleins de compassion quand personne d'autre de ma famille ne venait, mais je ne le remarquais à peine. Tout mon monde se résumait à ce petit être dans mes bras. Le jour de la remise des diplômes est arrivé 2 semaines après la naissance de Lily. J'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme avec elle attachée contre ma poitrine dans un porte-bébé, son poids me rappelant tout ce pourquoi j'avais lutté. Il n'y avait personne dans le public pour m'encourager, mais les autres filles de mon programme ont applaudi et crié assez fort pour compenser. Cet été-là s'est écoulé dans un brouillard de nuits sans sommeil et de changements de couches incessants. J'ai emménagé dans un petit studio, à peine assez grand pour un lit et le berceau de Lily, mais c'était le nôtre, payé avec mon propre argent. Les murs étaient fins et le quartier n'était pas des meilleurs, mais c'était notre foyer. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube pour nourrir Lily avant de la déposer à la garderie à côté du restaurant. La propriétaire, Maria, avait une tendresse particulière pour les jeunes mères et me faisait une réduction sur la garde d'enfants. Je faisais des doubles services dès que possible, économisant chaque centime pour notre avenir. Parfois, en rentrant chez moi, je passais devant la maison de mes parents. Les lumières étaient allumées, des ombres bougeaient derrière les rideaux, la vie continuait comme si je n'avais jamais existé. Une fois, j'ai aperçu ma mère dans le jardin, pendant un instant, nos regards se sont croisés. Elle paraissait plus vieille, fatiguée, mais avant que je ne puisse lever la main pour lui faire signe, elle s'est détournée, exactement comme cette nuit-là sur le porche. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là, le doux souffle de Lily étant la seule chose à briser le silence de notre petit appartement. Mais le lendemain matin, je me suis levée, j'ai enfilé mon uniforme et j'ai continué, parce que c'est ce que font les mères. Les années ont passé, chacune apportant de nouveaux défis et succès, mais cette première année, celle où j'ai perdu ma famille mais me suis trouvée, a été la plus difficile. Et chaque nuit, en berçant ma fille pour l'endormir, je me demandais si ma mère pensait à nous, si elle regrettait la petite fille qu'elle n'avait jamais connue. Je ne pouvais pas savoir, à l'époque, que 15 ans s'écouleraient avant que j'entende à nouveau la voix de ma mère. Que, lorsque le téléphone sonnerait enfin, tout changerait. 15 ans peuvent transformer bien des choses. J'étais passée de serveuse à gérante de restaurant et, finalement, j'avais économisé assez pour ouvrir mon propre petit café. Lily était passée de ce minuscule bébé à une adolescente brillante et confiante, remplissant notre maison de rire et de musique. Le soir où l'appel est arrivé, j'étais en train de revoir les dépenses mensuelles du café pendant que Lily s'exerçait au violon dans sa chambre. Le numéro inconnu qui clignotait sur mon téléphone m'a fait hésiter avant de décrocher. Là, Amanda, la voix était plus vieille, plus fragile que dans mes souvenirs, mais indéniablement celle de ma mère. Ma main s'est resserrée sur le téléphone alors que les souvenirs m'envahissaient cette nuit froide de décembre, les regards pleins de mépris, ces années de silence. « Ton père est en train de mourir », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Un cancer. Les médecins disent qu'il lui reste des semaines, peut-être des jours. Il demande à te voir, toi et Lily. » Je suis restée figée, abasourdie, tandis qu'elle poursuivait, « Je sais que nous ne méritons rien de toi, mais s'il te plaît. Il veut rencontrer sa petite fille avant. » Sa voix s'est brisée, laissant la phrase en suspens. La musique du violon de Lily s'est arrêtée, et j'ai entendu ses pas dans le couloir. « Maman, qui est au téléphone ?» J'ai couvert le combiné de ma main. « Juste un appel du travail, ma chérie. Continue de jouer. » Ma mère a dû entendre sa voix, car elle a laissé échapper un petit sanglot étouffé. « Elle a l'air adorable. »« L'est, ai-je répondu fermement. « Malgré toi et papa. » Le silence qui a suivi était chargé de 15 ans de mots non prononcés. Finalement, ma mère a repris la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais que, j'ai eu tort, Amanda. Terriblement tort. » J'ai fermé les yeux, luttant contre les larmes. Combien de nuits avais-je rêvé d'entendre ces mots? Combien de fois avais-je imaginé ce moment de reconnaissance? Mais maintenant qu'il était là,
je ne ressentais rien d'autre qu'une fatigue profonde et douloureuse. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Et je dois en parler avec Lily. Ce n'est pas seulement ma décision. Bien sûr, a répondu ma mère rapidement. Mais, s'il te plaît, ne tarde pas trop. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine, l'esprit en ébullition. Les papiers du café étaient oubliés tandis que les souvenirs revenaient comme des vagues le jour où j'avais annoncé ma grossesse, le regard de dégoût sur le visage de mon père, le silence de ma mère, peut-être encore plus douloureux que la colère de mon père. Lily est apparue à la porte, tenant toujours son violon. À 15 ans, elle me ressemblait tant au même âge, les mêmes yeux sombres, le même menton obstiné. Mais là où j'étais incertaine, elle dégageait une confiance tranquille. « Ce n'était pas un appel du travail, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé en posant son violon sur le côté. « Tu pleures. » J'ai touché mon visage, surprise d'y trouver des larmes. « Non, ce n'était pas un appel du travail. Viens t'asseoir, ma chérie. Nous devons parler. » Elle a écouté en silence pendant que je lui racontais mes parents, cette nuit-là il y a 15 ans, tout ce que je n'avais jamais eu le courage de partager. Son visage est resté pensif, absorbant chaque détail avec une maturité qui m'a serré le cœur. « Donc, mon grand-père est en train de mourir, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Et il veut me rencontrer. » J'ai hoché la tête, l'observant attentivement. « Oui. Mais c'est entièrement ton choix. Nous ne leur devons rien. » Lily est restée silencieuse un long moment, tirant distraitement sur un fil de sa manche. « Je veux y aller, a-t-elle dit enfin. Pas pour eux. Pour toi. Tu mérites une conclusion, maman. » Je l'ai serrée contre moi, émerveillée par la sagesse de ma fille. « Quand est-ce que tu es devenue si intelligente ?» Elle a souri contre mon épaule. « Ça doit être à cause de tous les livres que tu me fais lire. » Le lendemain matin, j'ai rappelé ma mère. Elle a décroché immédiatement, comme si elle attendait à côté du téléphone. « Nous viendrons, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Demain après-midi. Mais j'ai des conditions. » « Tout ce que tu veux, a-t-elle soufflé. D'abord, il s'agit de Lily. Si papa prononce un seul mot qui la fait se sentir indésirable, nous partons. Ensuite, je ne ferai pas semblant que le passé n'a pas existé. Pas de réunion de famille où tout est balayé sous le tapis. Et enfin, j'ai pris une grande inspiration. Tu dois entendre notre histoire. Toute notre histoire. Tout ce que tu as manqué en faisant semblant que nous n'existions pas. Il y a eu un silence, puis un murmure doux, oui. Bien sûr. J'ai passé la nuit à trier de vieilles photos les premiers pas de Lily, son premier jour d'école, ses spectacles de danse, ses concerts de violon. 15 ans de souvenirs qu'ils avaient choisi de manquer. Madame Rodriguez était décédée 5 ans plus tôt, mais j'avais encore le premier bonnet qu'elle avait tricoté pour Lily. Je l'ai glissé avec les photos, un morceau tangible de la femme qui avait été plus une famille pour nous que notre propre sang. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents, le lendemain, me parut irréel. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, même pelouse bien entretenue, même étayée avec soin. Les roses de ma mère fleurissaient toujours dans le jardin de devant, bien que désormais elles semblaient un peu sauvages, moins soigneusement entretenues. Lily me serra la main tandis que nous remontions le chemin familier menant à la porte d'entrée. « Prête ?» demanda-t-elle. Je regardai ma fille, belle et forte, et ressentis une bouffée de fierté. « Prête ?» La porte s'ouvrit avant que nous ayons pu frapper. Ma mère se tenait là, plus petite que dans mes souvenirs, ses cheveux désormais plus gris que noirs. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les tendit vers moi, puis elles retombèrent le long de son corps. « Amanda » murmura-t-elle. « Tu es venue. » Ses yeux se posèrent sur Lily, s'agrandirent légèrement. Je vis la reconnaissance s'allumer dans son regard, le souffle qu'elle retint en notant à quel point ma fille lui ressemblait dans sa jeunesse. « Voulez-vous entrer ?» demanda-t-elle en s'écartant. J'acquiesçai et guidai Lily en posant une main sur son dos. En franchissant le seuil, je ne pus m'empêcher de me rappeler la dernière fois que j'avais passé cette porte jeune, effrayée et seule. Mais cette fois-ci était différente. Cette fois-ci, je n'étais plus cette adolescente sans défense. Et cette fois-ci, je n'étais pas seule. L'intérieur de la maison de mon enfance me parut plus petit que dans mes souvenirs. Des photos de famille tapissaient encore les murs du couloir, mais elles s'arrêtaient brusquement à mon année de terminale, la dernière prise avant que tout ne s'effondre. C'était comme si le temps s'était figé dans cette maison, préservant l'instant juste avant que leur famille parfaite ne vole en éclats. Mon père était dans le salon, allongé dans un lit médicalisé qui semblait déplacé parmi les meubles familiers.
L'homme fort et imposant qui m'avait chassé 15 ans plus tôt avait disparu, remplacé par quelqu'un de frêle et diminué. Ses yeux, pourtant, étaient les mêmes, sombres et perçants, fixés sur Lily. Alors, dit-il d'une voix rauque. C'est ma petite fille. Lily s'avança, le menton légèrement relevé. Je m'appelle Lily, dit-elle clairement. Enchantée de vous rencontrer, même si j'aurais préféré que cela arrive plus tôt. Je vis mon père tressaillir à ces mots, mais une ombre de sourire effleura son visage. Direct. Comme ta mère, dit-il. Asseyez-vous, toutes les deux. Ma mère s'empressa d'arranger des chaises, ses gestes nerveux et précipités. Le silence qui suivit était lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Enfin, mon père reprit la parole. Je vous dois des excuses, à toutes les deux, dit-il, bien que je sache qu'il soit trop tard. 15 ans trop tard, répondis-je d'une voix posée. Tu sais ce que c'était? Avoir 17 ans, être enceinte et sans abri en plein hiver? Devoir compter sur la gentillesse de voisins parce que mes propres parents m'avaient rejeté? Ma mère émit un faible gémissement de douleur. Amanda, nous essayons de... De quoi, la couper-je? De protéger le nom de la famille? De me donner une leçon? Eh bien, félicitations. La leçon que j'ai apprise, c'est que je ne pouvais compter sur aucun de vous deux. Je sortis la pile de photos que j'avais apportées et les étalai sur le lit. Voilà ce que vous avez manqué. Les premiers pas de Lily. Son premier jour de maternelle. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque moment important dont vous avez choisi de ne pas faire partie. Ils se penchèrent en avant, avides de ces fragments d'une vie qu'ils avaient ignorée. La main de ma mère trembla lorsqu'elle toucha une photo de Lily en costume de ballet. Tu ressembles tellement à ta mère à cet âge-là, murmura-t-elle à Lily. Je ne pourrais pas le savoir, répondit Lily doucement. Je n'ai aucune photo de maman de cette époque. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père prit une photo de la remise de diplôme de Lily en primaire, où elle avait remporté le prix d'excellence académique. Tu as bien fait avec elle, dit-il finalement. Mieux que nous avec toi. J'ai tout accompli alors que vous disiez que je ne le pourrais pas, répliquai-je. J'ai terminé le lycée. J'ai construit une carrière. J'ai élevé une fille extraordinaire sans votre aide ni votre approbation. Et aujourd'hui, je possède ma propre entreprise, ajoutai-je. Le café sur Maple Street? C'est le mien. Je suis passée de serveuse à propriétaire. Ironique, non? La fille dont vous aviez si honte est finalement devenue une femme à succès. Le visage de mon père se décomposa, et pour la première fois de ma vie, je vis des larmes dans ses yeux. J'avais tort, dit-il, la voix brisée. Terriblement tort. Mon orgueil, mon stupide et obstiné orgueil, m'a coûté ma fille et ma petite-fille. Oui, acquiesçai-je. Mais ce n'est pas la raison de notre présence aujourd'hui. Nous sommes ici parce que Lily mérite de savoir d'où elle vient, même si cette histoire n'est pas belle. Et parce que... J'hésitai, puis poursuivis, malgré tout, vous restez mes parents. Ma mère attrapa ma main, et cette fois, je la laissai faire. Ses doigts étaient froids et tremblants. Pourras-tu nous pardonner un jour, demanda-t-elle. Je regardai Lily, qui observait l'échange avec intensité. Cela dépend, dis-je. Êtes-vous prêt à être de vrais grands-parents? À être présent pour de bon? À vous souvenir des anniversaires? À être là quand nous aurons besoin de vous? Parce que si c'est juste pour soulager votre conscience avant que papa ne parte, alors non. Je ne ferai pas subir ça à Lily. Il ne me reste plus beaucoup de temps, souffla mon père. Mais ta mère, si. Et je lui ai fait promettre de faire mieux, d'être là comme nous aurions dû l'être. Lily se leva brusquement. J'ai un concours de violon la semaine prochaine, annonça-t-elle. Premier violon de l'orchestre des jeunes. Viendras-tu, grand-mère? Le visage de ma mère s'illumina, même si de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr. Les semaines suivantes, tandis que l'état de mon père se détériorait, nous avons commencé à reconstruire, lentement et prudemment. Ce n'était pas facile. Il y eut des tensions, des blessures anciennes qui refaisaient surface, des mots durs qui devaient être prononcés. Mais il y eut aussi des instants de guérison. Ma mère est venue au café, fière d'annoncer aux clients que sa fille en était la propriétaire. Elle a assisté au concours de violon de Lily, rayonnante dans le public. Elle nous a même aidé à planter un petit jardin d'herbes aromatiques derrière le café, enseignant à Lily ce que je n'avais jamais voulu apprendre d'elle. Mon père a tenu bon juste assez longtemps pour voir Lily lui jouer un dernier concert privé dans sa chambre.
sa musique a empli la maison d'une note de pardon. Il est mort paisiblement le lendemain, tenant nos mains dans les siennes. Au funérarium, debout entre ma mère et ma fille, je songeais au long chemin tortueux qui nous avait menés ici. Ce soir-là, mon téléphone vibra avec un message de ma mère. Déjeuner demain? J'aimerais en savoir plus sur ton adolescence avec Lily. Je souris en tapant ma réponse. Oui, il y a tant à raconter, parce que c'est ça, la famille, parfois, il faut la perdre pour la retrouver. Parfois, il faut tout briser avant de reconstruire quelque chose de plus solide. Et parfois, juste parfois, 15 ans ne sont pas trop longs pour une seconde chance.